Donc la formule de Bernoulli, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc la formule de Bernoulli, c'est la chose suivante. La Bernoulli, c'est écrit sans i. C'est deux i, mais il n'y a pas de i avant. Donc la formule de Bernoulli, elle est très très simple, c'est une équation de conservation. Donc si vous prenez une ligne de flux, alors je ne vais rien vous démontrer, je vais juste vous la donner. Parce qu'il y a plein de conséquences marrantes, la formule de Bernoulli. Vous pouvez écrire que la quantité plus ρGH plus P est égal à une constante. Autrement dit, cette quantité-là se conserve. Alors, quand on écrit ça, finalement, on a écrit des choses qui paraissent assez simples parce que ce truc-là se conserve, il y a des termes qu'on connaît bien. Là-dedans, il y a un terme qu'on connaît bien, c'est le premier terme, c'est le terme d'énergie cinétique. Le deuxième terme, on le connaît bien aussi, c'est le terme d'énergie potentielle. Donc en fait, que l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle se conserve, ça c'est pas très étonnant parce que c'est simplement l'énergie mécanique. D'accord. Par contre, il y a un troisième terme qui se conserve ici, c'est la pression. Alors la pression, c'est un peu moins évident. Pourquoi la pression vient se balader là-dedans ? Parce que la pression, c'est une forme d'énergie. Pourquoi ? Parce que la pression correspond au fait que les molécules dans votre gaz vont s'agiter. D'accord ? Et plus, en fait, ce qui fait la pression, c'est que vos molécules dans le gaz viennent taper sur les parois. Plus la température augmente, plus les molécules vont vite, et donc plus elles tapent sur les parois avec de la vitesse, et plus ça appuie sur la paroi. Donc c'est pour ça que la force sur la paroi augmente quand on augmente la température et l'énergie cinétique de ces particules. Donc vous voyez que la pression correspond effectivement à une énergie cinétique interne, si vous voulez, des particules. Donc la pression, c'est bien homogène, quelque part, à une énergie. Donc c'est pas étonnant que la pression soit aussi quelque chose qui se conserve. Donc on a trois énergies quelque part qui se conservent, qui sont l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, et ce truc-là qui correspond aussi à une énergie, qui est la pression, qu'on n'a pas dans d'autres systèmes, parce que dans d'autres systèmes, on n'a pas plusieurs particules qui interviennent. Donc ce qu'on dit, c'est que cette quantité-là, le long de ma ligne de fluide, elle se conserve. D'accord ? Alors on peut faire un exemple, je ne sais pas ce que vous pouvez faire comme exemple. Il y a quoi ? Il y a le tube de Pitot, il y a quoi, le Venturi, je ne sais pas ce qui est plus marrant. Ouais, on peut faire le Venturi, par exemple. Donc, par exemple, on va prendre un tube qui a une section comme ça. Alors, je crois que c'est celui-là qu'on appelle le Venturi. Donc, on a un fluide qui passe par là. D'accord ? Et ce qu'on va écrire ici, c'est que simplement j'ai... Excusez-moi, je suis crevé. On va écrire simplement que ici, j'ai deux tubes qui me prennent la pression. Donc ici, j'ai P1. Et ici, j'ai... Non, c'est pas là que je vais le mettre, lui. Et ici, j'ai P2. D'accord ? Donc ça, c'est une application.
Alors maintenant, on va essayer de calculer P2. Donc ce que j'écris, c'est que 1 demi de M V2 carré plus rho G H2 plus P2 est égal à 1 demi de M V1 carré plus rho G H1 plus P1. D'accord? Mais ce que j'ai de façon évidente, c'est que H1 est égal à H2. Pourquoi on passe de 1 demi mv carré à 1 demi rho v au carré? Tout en haut, en rouge, vous avez écrit rho v carré. J'ai un demi de rho v carré, ouais. Et en bas, vous mettez mv carré. Ah oui, c'est un rho, excusez-moi. C'est un rho, parce que j'ai un problème de dimension là. Vous avez tout à fait raison. Et puis on a évidemment H1 égale H2, hein, puisque H c'est la hauteur. Alors, maintenant, si j'ai H1 qui est égal à H2, ben, je peux simplement les... Exemple. Mais en fait, je vais l'enlever parce que j'ai écrit application, ça sert à rien de mettre un exemple. Alors, maintenant, je vais introduire deux éléments de plus qui sont la surface du tube à cet endroit-là, que je vais appeler S1, et puis la surface du tube à cet endroit-là, que j'appelle S2. Ok ? Donc, ce que je peux écrire maintenant, alors si je continue. Bien. Donc, on va considérer un arbre. Un arbre, c'est ça pour moi. Et puis la sèche, c'est un truc vert qui va remonter comme ça. Bon, alors c'est tout bête, hein. En bas, elle a une pression P0. En haut, elle a une pression P. Puisque là, je ne peux pas dire grand-chose de plus que ça. Et là, on a une hauteur H. Et moi, ce que je vous dis, c'est que les gens, au départ, ils se disent H est limité à 10 mètres. Pourquoi je vois des arbres qui font 100 mètres? En fait, la question est toute bête, hein. Enfin, la réponse est compliquée, mais la question est toute bête. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les gens, ils ont appliqué l'équation de Bernoulli. Ils se sont dit 1 demi de rho fois V au carré plus rho G H plus P est égal à 1 demi de rho V0 au carré plus rho GH0 plus P0. Alors, comme on est très lent, on va négliger les V, hein, parce que les V, on va dire que c'est 0 dans tous ces cas-là. Bon, je ne sais pas trop quel est le diamètre en haut et en bas, et on va dire que les V sont négligeables. D'accord? Donc, il nous reste quoi? Il nous reste rho GH plus P.
est égal à ρ G H0 plus P0. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est fini là. Parce que j'arrive à P0 moins P. Est égal à ρ G H moins H0. Voilà, donc vous voyez que c'est des calculs qui vont m'amener tout droit au prix Nobel. Alors ça, c'est un truc connu depuis longtemps. Bon, maintenant, ou alors ce qui m'intéresse, c'est H moins H0, hein, parce que vous avez vu, en gros, c'est savoir combien ça monte. Donc je peux tirer H moins H0. Hein. C'est P0 moins P sur ρG. Hein. Bon. Donc la question, c'est quelle est la hauteur max? Alors en fait, pour trouver la hauteur max, ou alors on peut le faire mathématiquement ici, en fait ça revient à chercher quel est ici le P plus petit possible. Alors en bas c'est P0, hein, puisqu'on part de la pression atmosphérique. Maintenant, quand je suis là, en haut, la pression, elle diminue. Et elle diminue jusqu'à quand, à votre avis? Ça, c'est ça la question subtile. Quelle est la valeur minimum de la pression quand je remonte? C'est logique, hein, c'est tout bête ce que je vous demande. Elle va diminuer jusqu'à combien la pression? Ben alors, qui me donne une idée là? Je vous donne une réponse vraiment bête là. La pression, elle part de H0, elle diminue jusqu'à combien? C'est la pression atmosphérique. Ah, la pression atmosphérique, c'est de là où elle part, c'est 10 puissance 5 pascal. Et ça diminue jusqu'à combien la pression? Ah ben là, vous m'étonnez, vous savez pas cette propriété d'une pression. Elle reste constante? Hein? Elle reste pas constante? Elle est quoi? Elle reste pas constante? Non, mais c'est beaucoup plus simple que ça, ce que je vous demande. Ça, une pression, ça varie entre quoi et quoi? Pour vous, c'est quoi une pression? Et dans la salle, il y en a un qui peut me dire entre quoi et quoi va... Enfin, pas vous. Mais entre quoi et quoi varie une pression? Il y en a un qui a une idée? Non, mais pas vous. Les autres. Hein? Oui, non, mais vous savez, je sais. Mais les autres, il y en a un qui sait dans la salle entre quoi et quoi varie une pression? Il n'y en a pas un seul? Une pression, c'est positif ou c'est négatif? C'est comment? Oh! C'est négatif. Il n'y a personne qui sait qu'une pression est négative ou positive. Une pression, c'est le poids de la colonne d'eau au-dessus d'un truc. C'est positif ou c'est négatif, ça? Une pression, c'est quoi par définition? C'est quoi la définition de la pression? C'est une force par unité de surface. Est-ce que ça peut être négatif, ça? Bon, c'est positif. Donc, pour trouver H max... Ah oui, là, le problème, personne d'intérêt, c'est que vous savez pas ça. C'est au programme de lycée, les pressions, quand même, non? Dans des formules, mais pas plus que ça. Et on vous a appris forcément ce que c'était, une pression. C'est une force par unité de surface, non? Vous ne l'avez pas appris? Mais si vous l'avez vu dans les formules, vous l'avez vu forcément. Hein? On l'a pas défini. Et vous dites pas ce que c'est? Ah bon? P min, ce qui vous entraîne que H max, si vous regardez bien,
est égal à 10 mètres. Voilà pourquoi. Alors effectivement, mon problème, il tombe à l'eau, si vous ne savez pas ça. Le Hmax est égal à 10 mètres. Alors si vous faites le calcul, vous mettez P égale 0, vous tombez à 10 mètres. Et c'est pour ça que, normalement, vous avez des arbres qui ne peuvent pas avoir une taille plus grande que 10 mètres. Donc ça, c'est une loi générale de la nature. Vous ne ferez jamais monter par un système passif, je dis bien par un système passif, de l'eau à un système plus grand que 10 mètres. Alors, ce qui se passe dans les arbres, alors pour le coup, ça c'est vrai, c'est que vous arrivez à avoir des pressions négatives. Alors ça, c'est assez exceptionnel, mais les arbres, pour ça, ils ont des systèmes actifs, hein, c'est pas des systèmes passifs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pression? Donc, je vous disais, c'est une force par unité de surface. Donc, quand vous mettez de la pression, ça repousse les parois. Dans les arbres, ils ont un système absolument exceptionnel, c'est qu'ils ont des systèmes, quand vous mettez des liquides, au lieu de repousser les parois, ça les attire. Donc ils arrivent à faire des pressions négatives. Alors en fait, on ne comprend pas bien comment ils arrivent à faire ça. C'est des propriétés vraiment de la sève et surtout des parois des comment ça s'appelle, les trucs dans lesquels se déploie la sève. Ce qui fait que quand vous mettez la sève dedans, les parois ont tendance à faire ça et c'est ça qui aspire la sève vers le haut et qui permet d'avoir des systèmes où la sève continue à monter au-delà de 10 mètres. Et ça, c'est absolument remarquable et on n'arrive pas à le reproduire tellement dans les laboratoires. Alors, ça vous donne aussi une idée, si vous avez en soirée une idée complètement loufoque de boire à la paille sur 10 mètres, c'est jamais, hein, ça peut vous arriver. Dites-vous bien que si vous voulez faire un pari complètement gagnant à coup sûr, si vous pariez à quelqu'un qui n'arrivera pas à boire une paille de 12 mètres, vous êtes sûr de gagner, parce que si vous faites un vide parfait au-dessus d'une paille, vous ne pourrez jamais dépasser 10 mètres. Ça, c'est la physique qui vous le dit. Si vous mettez P égale 0 en dessous d'une paille, ça ne montera pas au-dessus de 10 mètres. Voilà, donc vous pouvez parier 200 € avec votre pote, il n'arrivera pas à faire monter avec une paille, il n'arrivera pas à faire monter au-delà de 12 mètres. Au-delà de 10 mètres. Ça, vous pouvez y aller, ça marchera à tous les coups. D'accord? Alors par contre, je vais vous poser le problème inverse. Est-ce que vous avez vu dans les engins de chantier ce qu'on appelle des vérins hydrauliques? Vous avez vu, c'est des durites? Non, vous n'êtes pas curieux. Moi, quand j'étais petit, ça me passionnait. Donc, on va regarder le problème inverse de la pression négative. On va regarder le vérin de chantier, ou ce qu'on appelle le Pascal. Alors, le tonneau de Pascal, c'est un tonneau. Ça s'appelle le tonneau de Pascal parce que c'est Pascal qui a levé le lièvre. Et Pascal, il dit, moi, je prends un petit tube. Qui est ouvert en haut. Et Pascal, il dit, calculez-moi la pression dans le tonneau. On appelle le tonneau de Pascal. Alors, il y en a pour une demi-seconde, hein, si on a compris le système. Et après, je vous montre une vidéo comme quoi ça marche bien. Hein? C'est un tonneau. Un tonneau. Un tonneau. Alors, ce qui est pas bien dessiné, c'est que là, c'est connecté. Hein. Là, c'est connecté, hein, ça rentre dans le tonneau. Ce qu'on appelle le tonneau de Pascal. Le même qui a fait le technique. Est-ce que je vous mets en bleu? J'ai un truc pour me brancher normalement. Donc, et j'obtiens que 1,5 de ρ V1 au carré plus P1 est égal à 1,5 de ρ V2 carré plus P2. Ok?
Mon calcul. C'est que le débit, c'est V1 fois S1, d'accord? Mais c'est aussi V2 fois S2, ok? Et finalement, j'obtiens que P2 moins P1, qui était ce que je cherchais, est égal à 1,5 de rho V1 carré moins V2 carré. Et ça, je peux le factoriser ici parce que j'ai 1,5 de Q. V1 carré, c'est Q sur S1 carré. Et V2 carré, c'est Q sur S2 carré. Et j'ai un Q carré qui apparaît ici. Et j'ai un 1 sur S1 carré qui apparaît là. Moins 1 sur S2 carré qui apparaît là. Donc si je résume, j'ai P2 moins P1 qui est 1,5 de rho Q au carré, facteur de 1 sur S1 au carré moins 1 sur S2 au carré. Alors je peux vérifier que si S1 est égal à S2, vous voyez, si ici je fais S1 est égal à S2, je trouve ce terme-là qui est égal à 0 et je trouve bien P1 est égal à P2. Il n'y a pas de problème. D'accord ? Donc ça, c'est un exemple d'application de Bernoulli, c'est ce qu'on appelle le tube de Venturi. Alors le tube de Venturi, il est utilisé pour faire des vides, des petits vides en chimie ou un truc comme ça. Vous utilisez un tube de Venturi. Voilà, alors maintenant, à partir de Bernoulli, je vais vous poser, donc Bernoulli, je vous rappelle, c'est pas ça, hein. Bernoulli, c'est la première formule que je vous ai donnée, donc 1,5 de rho V carré plus rho GH plus P est égal à une constante. Donc c'est la formule la plus simple au début. Maintenant, je vais vous demander quelque chose de bête. C'est que les naturalistes, au départ, ils s'étaient dit, pour une raison que je vais vous demander, que normalement, il ne pouvait pas y avoir d'arbre qui soit plus haut que 10 mètres. Et évidemment, dans la nature, ils avaient un petit problème, c'est qu'il y avait des tas d'arbres qui étaient plus grands que 10 mètres. Donc la question que je vous pose, c'est pourquoi dans la nature, il ne devrait pas y avoir d'arbres plus haut que 10 mètres.
vous aider de Irma. Alors, en fait, on va dire qu'une tornade, c'est un truc comme ça. Oh, vous voyez rien. Hop, hop. On va dire qu'une tornade, c'est un truc qui va faire comme ça. Avec, en fait, ça tourne. Alors, et puis ça a une hauteur H. Puis un rayon R. D'accord. Alors, l'idée, c'est que, en fait, on va le couper en tranches, ce machin. Et puis, on va calculer l'énergie pour une tranche. Et ensuite, on va multiplier par H. D'accord. Comme ça, c'est pas trop compliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer l'énergie pour une tranche. Donc, une tranche juste du dessus, c'est ça. Je vais le faire plus grand, d'ailleurs, pour que vous voyez bien ce que c'est. Donc, je vais la faire en cercle. Donc, une tranche, c'est ça. Alors, est-ce que vous connaissez les intégrales? Normalement, vous connaissez à peu près les intégrales, non? Ouais. Hein. Donc, on va faire une intégrale de ce machin. Et puis, on va le faire comme ça. Alors, évidemment, c'est pas beau ce que je fais. Vous voyez, normalement, c'est centré. Attendez, normalement, je peux le centrer, ce machin. Hein. Ah ouais, je peux le centrer. Maintenant, je fais un deuxième truc. Un quoi? Pourquoi vous faites intégrale? Je fais quoi? Les intégrales. Ah ben, vous allez voir. Parce que si je veux calculer... Ah ben, je vois plus celui en dessous, c'est nul. Si je veux calculer l'énergie cinétique, il faut d'abord que je calcule l'énergie cinétique dans une petite tranche ici, et ensuite que j'intègre sur l'intégralité de mon disque. D'accord? Je vais calculer l'énergie cinétique sur cette petite tranche-là, et ensuite je vais faire la somme sur l'ensemble du disque. Maintenant, pour trouver l'énergie cinétique de mon petit disque. Alors, regardez ce que je vais faire. L'énergie cinétique de ce petit machin, j'arrive, hein, je vous ai entendu. Hein. L'énergie cinétique de ce petit truc, on va commencer par la surface de ce petit truc. La surface de ce petit machin, c'est 2 pi r dr. D'accord? Ouais, vous voulez savoir quelque chose? Pardon? Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Ce que vous calculez, c'est l'énergie cinétique intégrée. Ouais. Alors, l'énergie cinétique de ma tranche, c'est 2 pi r dr fois v au carré. Alors, pourquoi c'est important de faire ça? Enfin, c'est important et c'est pas important à la fois. C'est parce que quand je calcule l'énergie cinétique, vous voyez que plus je vais vers le bord, plus ce cercle est grand. Donc, plus il y a de masse à tourner. Donc, plus je vais vers le bord, plus j'ai d'énergie cinétique. Parce que la masse est d'autant plus grande. Ouais. Ah oui, R, excusez-moi. Oui, je vais vous marquer. DR, c'est ça. D'accord, comme ça, vous risquez pas de voir. DR, c'est ça. Et R, c'est ça. D'accord? DR, c'est la quantité infinitésimale et R, c'est le rayon. D'accord? La quantité infinitésimale, c'est le variationnel. D'accord?
Donc, il me vient directement que l'énergie cinétique totale, simplement l'intégrale entre 0 et grand R, de 2 pi r dr fois V au carré. Alors, quelle est la primitive de RDR? La primitive de RDR. R2 presque. 2R, 2D. Non, c'est lui qui a bon, mais... Voilà, R2 divisé par 2. Voilà. Faut pas oublier le divisé par 2. Bon, enfin, si vous l'oubliez, c'est pas un drame non plus. Hein. Bon. D'accord? Parce que si vous redérivez, ça vous fait 2R. Il faut éliminer le 2. Puis R2, V2. Voilà, ça c'est une cinétique de ma tranche. Alors, ceci étant dit, comme on est en train de faire des ordres de grandeur, si vous le faites à la barbare en disant, moi je me fais chier d'intégrer, je prends simplement pi r carré et puis je multiplie par la vitesse, vous trouvez un facteur 2 d'erreur. Donc c'est pas non plus un drame national. D'accord? Alors ça, simplement, si vous faites proprement en prenant ici l'intégrale et tout le bazar, vous trouvez pi r carré fois v carré. Et si vous le faites à la barbare en disant je fais pas l'intégrale, je prends directement grand R carré parce que ça m'embête de faire l'intégrale, vous allez trouver 2 fois plus. Bon. Voilà. C'est pas non plus un drame. Si vous faisiez des calculs très précis, il faudrait le faire, mais là, comme je cherche des ordres de grandeur, bon, si vous oubliez l'intégrale, c'est pas un drame. Donc là, on a l'énergie d'une tranche. Ok? Donc maintenant, pour trouver l'énergie totale, l'énergie totale, il faut multiplier par h la hauteur. Et on trouve finalement que EC égale à pi r carré h fois v carré. Et c'est mon dernier mot. Il est temps de mettre des chiffres là-dessus. Nous allons y aller. Alors, pi, c'est pi. Hein. R carré, c'est combien R déjà? Ils mettent 100 km. 100 km, ça fait 10 puissance, 10 puissance 5, c'est ça? Ça fait 10 puissance 10. D'accord. La hauteur, c'est 5000 qui mettent. 5, 10 puissance 3. Et V, il donne combien? 200 km/h. Alors, si on transmet ça en mètres par seconde, ça fait... Faut diviser par 2,6, non? Donc ça fait 55 Faut diviser par 2,6, non? Par 3,6. 3,6, oui. Faut diviser. Vous savez combien? 55,5. D'accord avec moi? Donc c'est égal à 3,14 fois 5 fois 5,5
fois 4, 10 puissance 10, 10 puissance 10 et 3, 13, 13 et 1, 14. Vous êtes d'accord avec moi? Et là, vous me calculez 3, 14 fois 5 fois 5, 5. En tout, ça fait 8,6 fois 10 puissance 5. Non, je veux juste 3, 14 fois 5 fois 5, 5. 86, bon, 8, 10 puissance 1. C'est ça? 8, 10 puissance 15. Et c'est de l'ordre de 10 puissance 16. 10 puissance 16, alors les gigas c'est 10 puissance 9, les terras c'est 10 puissance 12. Et 10 puissance 15 c'est quoi après les terras? C'est des pétas, non? C'est quelque chose, 10 puissance 15, c'est des terras, non? Non, mais je les ai là, bougez pas. Pétas, hein, c'est ça? Ça nous fait 10 pétawatts. Monsieur, c'est pas une énergie qu'on cherche? Ah si. Du coup, c'est pas en joule? Ah, si, 10 pétajoules, pardon. Alors maintenant, si on le met en kilowattheure, ça fait quoi ça? Il faut diviser par 1 kWh, ça fait 3600. Il faut diviser par 3600. Divisé par 3600. Hmm. Ça fait 2,7 fois 10 puissance. Pas 10 puissance? 2,7 terawatts. Terawattheure, pardon. Donc la consommation électrique française à l'année, faut regarder. Combien? 1562. D'accord. Donc 2,5, on est quand même dans le pourcentage, dans le pourcent, quoi. Donc c'est pas complètement négligeable. Alors, typiquement, c'est un truc où vous voyez, chercher sur Internet ces valeurs, c'est intéressant. Par contre, chercher la réponse sur Internet, ça risque de pas être intéressant parce que ce que vous allez trouver, c'est une autre énergie qui est extrêmement importante. C'est l'énergie de condensation. Parce que dans les tornades, vous avez la condensation d'eau qui demande une énergie énorme parce que la chaleur spécifique de l'eau est très très grande. Et en fait, vous êtes dominé par cette énergie-là, et de loin. D'accord? Cette énergie-là est négligeable. Par contre, le problème, c'est que c'est cette énergie-là qui vous donne les dégâts. D'accord? Donc c'est pour ça qu'elle est importante à calculer. Ok? Alors, qu'est-ce que je peux vous faire? Bon, je vais vous laisser là parce que vous êtes complètement out. Donc c'est demain à 8h. Hein. Ok? Soyez en forme.